Souvent, on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, si je pense qu'on a atteint le point de non-retour. Ce soir, en voyant l'enthousiasme de cette soirée, en voyant tous ces efforts qui sont faits, ces énergies, je suis plutôt optimiste. Je dirais, voilà un bon signe. Nous sommes dans une bonne ambiance. Pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes plongés devant des problèmes et nous essayons de comprendre et nous sommes confrontés à des informations tout à fait contradictoires. Dans un certain sens, je vais vous raconter une belle histoire, une très belle histoire, l'histoire de l'univers et l'histoire de chacun d'entre nous. Comment nous sommes arrivés à être ici ce soir au travers de ces milliards d'années dont nous avons parlé. Ça, c'est une magnifique histoire que nous sommes contents de voir comment les découvertes scientifiques aujourd'hui la confirment par des observations qui touchent aux étoiles, aux galaxies, à la vie et tout cela. C'est ce qu'on peut appeler la belle histoire, mais il y a aussi une autre histoire que j'appelle la moins belle histoire et qui est celle qui raconte comment nous sommes aujourd'hui coincés dans cette situation de crise écologique, de crise de l'environnement, qui fait que chaque jour, en ouvrant votre journal, vous apprenez une nouvelle catastrophe ici, vous apprenez un autre problème là, qui quelquefois nous met dans une situation d'inquiétude et plus que d'inquiétude. Souvent, quand on me demande pourquoi un astrophysicien s'intéresse à l'écologie et à l'environnement, comme je le fais, je dis la principale raison, c'est parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, j'en ai 8, dont les âges vont de 5 ou 6 ans jusqu'à 24 ans, et je suis très inquiet de leur vie, de leur confort, comme on a parlé tout à l'heure, dans 30 ans, dans 40 ans. Moi, dans 30 ans, 40 ans, je ne serai plus là, mais je suis inquiet de savoir comment ça va se passer. Et je me dis, il est important aujourd'hui d'investir le plus vigoureusement possible pour que des décisions soient prises qui permettent que ça ne soit pas trop mauvais. Ça pourrait être très bien, ça pourrait être très mauvais. Personne ne peut prévoir l'avenir, mais il faut être lucide, il faut voir comment ça se passe. Alors, j'ai pris pour titre de cette conférence une phrase que j'ai prise pour un de mes livres. C'est un poème, un vers d'un poète allemand qui s'appelle Hölderlin et qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Les deux sont vrais. Il y a du péril et du péril sérieux, mais il y a aussi des choses qui se produisent et qui sauvent. Et en particulier, ce qui se manifeste ici ce soir, ça va dans le sens de ce qui peut sauver, de ce qui se prépare à sauver. Alors, je vais vous raconter donc deux histoires. Une belle histoire qui est l'histoire de comment nous en sommes venus à être ici, comment nous en sommes venus à exister dans le monde. Ça, c'est une longue histoire que nous racontent toutes les sciences, que ce soit l'astronomie ou la physique, la chimie, la géologie. Ce sont tous des chapitres de notre histoire. Cette histoire, nous ne la connaissions pas. La belle histoire, elle commence, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a 14 milliards d'années. Et c'est notre histoire. Elle commence parce que au début du XXe siècle, enfin, nous connaissons cette histoire, parce qu'au début du XXe siècle, un astronome, Edwin Hubble, en observant les galaxies avec des télescopes d'importance, comme celui que vous voyez là, a pu faire des découvertes fondamentales. Il nous a appris des choses sur notre univers que nous ignorions complètement. Il nous a appris d'une part que notre galaxie, notre univers est gigantesque et nous a appris aussi une autre nouvelle à laquelle je vais arriver dans un moment et qui va inciter, qui va partir toute cette histoire. Alors pour commencer, je vais vous parler de galaxies.
Qu'est-ce que c'est une galaxie? Plusieurs d'entre vous le savent, bien sûr. C'est un ensemble d'étoiles. Une galaxie, ça comprend environ 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Les galaxies, c'est les blocs qui forment l'univers. Et je vais vous montrer maintenant une image à la plus grande échelle possible de ce qu'est l'univers. De quoi ça a l'air, l'univers, si on les voit dans ses plus grandes dimensions? Eh bien, voilà un document historique qui est assez récent et qui va vous montrer de quoi ça a l'air, l'univers. Voici. Tout ce que vous voyez sur cette image, les petits points comme les taches un peu plus de surface, ce sont des galaxies. Notre univers est composé d'un ensemble de galaxies. Il en contient plusieurs centaines de milliards dans ce que nous appelons l'univers observable, c'est-à-dire ce que nous pouvons observer, mais nous savons que nous ne voyons qu'une toute petite partie de l'univers et le nombre de galaxies est immensément plus grand que ce que je vous ai dit. Il est peut-être infini. Ça n'est pas certain, c'est une possibilité. Nous vivons dans un gigantesque univers, c'est ce que nous a appris M. Hubble, qui est au début de la connaissance de cette belle histoire. Mais ce n'est pas tout ce qu'il nous a appris. Il nous a appris quelque chose de beaucoup plus important dans un sens. Il nous a appris que toutes ces galaxies, je reviens ici sur la précédente. Bon, on va continuer. Hubble nous a appris que ces galaxies que nous voyons ne sont pas immobiles. Elles sont en mouvement dans l'univers. Elles ont un mouvement qui est tout à fait imprévu et étonnant et qui est si stupéfiant que Hubble lui-même en doutait et ce sont ses élèves qui l'ont rassuré. Ces galaxies sont en mouvement et d'une façon tout à fait particulière. Ce n'est pas un mouvement aléatoire avec des déplacements dans tous les sens. Toutes ces galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent de nous d'une façon très particulière. Celles qui sont proches de nous s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent vite. Vous voyez sur le dessin, j'ai mis au centre l'œil de Hubble. Chaque petit point est une galaxie, chaque flèche est son mouvement. Petite flèche, petit mouvement, grande flèche, grand mouvement. N'en concluez pas pour autant que nous sommes le centre de l'univers. Chaque galaxie, chaque observateur sur chaque galaxie verrait la même chose. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Nous sommes dans un univers en expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, les galaxies étaient plus rapprochées. À l'avenir, elles seront plus loin. Ça veut dire que l'univers n'est pas statique comme on le croyait depuis plusieurs milliers d'années, comme Aristote l'avait annoncé, mais notre univers, et c'est peut-être la plus grande découverte scientifique du XXe siècle, notre univers a une histoire, c'est-à-dire qu'il a un passé qui était différent, bien sûr, et il a un avenir qui est différent aussi. Cette notion d'un univers qui a une histoire est une très importante découverte et à partir du moment où on a compris cela, eh bien, la tâche des scientifiques, ça a été on va essayer de reconstituer cette histoire. Les scientifiques deviennent des historiens qui font comme les préhistoriens, qui essaient de voir comment nos ancêtres vivaient il y a 100 000 ans, 1 million d'années. Ici, on va essayer de savoir comment l'univers était des temps très anciens et est-ce qu'on peut aller jusqu'à décrire un début de l'univers. Ça, c'est la notion qui va maintenant être introduite. Toutes ces galaxies s'éloignent les unes des autres. Si vous tournez le film à l'envers, évidemment, les galaxies vont se rapprocher et vous arrivez à un moment donné, c'est lui constitue environ 14 milliards d'années, l'univers n'a pas toujours existé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y avait avant ce début qu'on appelle le Big Bang, comme vous avez appelé le Big Bang des possibles? On n'en sait rien. On ne sait même pas si avant le début de l'univers, le temps existait. Tout ce qu'on sait, c'est que notre univers a un âge et que pendant cet âge, il s'est passé des choses extrêmement importantes,
dont une en particulier est notre apparition, est notre venue au monde à chacun d'entre nous. Et ce qu'on va essayer de reconstituer, c'est ce qui s'est passé dans le passé pour que nous soyons ici aujourd'hui et que nous soyons coincés dans ces problèmes. C'est les deux sujets que nous allons aborder. Alors, on va utiliser, pour essayer de reconstituer cette histoire, l'astronomie. On va faire des télescopes de plus en plus puissants, mais on va utiliser aussi la physique, parce que nous avons à remonter dans le passé et à connaître les lois de la physique, ces lois qui régissent le monde et qui sont comme les recettes qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Alors, on va utiliser aussi la physique et en particulier les grands accélérateurs, les accélérateurs géants, comme celui qui est à Genève, au CERN, et que vous voyez ici. Et vous voyez en bas un physicien tout petit qui vous donne la dimension de cette échelle, celui qui a découvert récemment le boson de Higgs, celui qui nous permet de reconnaître la recette. Comment on prépare un plat, comment on prépare un univers, cela, maintenant, on le sait de mieux en mieux. Et nous avons, depuis maintenant quelques années, un autre document que je vais vous montrer, parce qu'il est capital pour comprendre le passé de l'univers. Nous avons une image réelle, pas une image de synthèse, une image réelle prise par des radiotélescopes qui sont dans l'espace et qui nous montre une image de ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait été présent peu après le Big Bang et qui aurait regardé le ciel. C'est tout à fait étonnant, mais c'est un document que nous avons et qui est venu capital pour nous pour avoir des renseignements sur le plus grand passé de l'univers et nous avons en direct des informations sur le début de l'univers que je vais vous décrire. Alors, je vais vous montrer cette image parce que je crois que c'est important de l'avoir vue. Elle est en fausse couleur. Ce sont des ondes, des micro-ondes. C'est l'équivalent des micro-ondes, celles que nous utilisons par la télévision, qui, évidemment, qu'il a fallu transposer en couleur pour voir toutes les informations. Mais ce qui est réel de cette image, ce sont les dégradés. Vous allez voir les dégradés qui sont pleins d'une information fantastique que les physiciens et les astrophysiciens s'évertuent à déceler. Ce sont deux ingénieurs de la NASA aux États-Unis qui ont observé cette image pour la première fois en 1965. Ce n'est pas très ancien. Ils l'ont observé sans savoir ce que c'était. Ils ont vu cela, puis maintenant nous pouvons l'identifier très bien, et la voilà. Voilà ce qu'aurait vu quelqu'un qui aurait regardé le ciel. Ne prenez que la partie centrale de l'image. C'est ce document fantastique. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Eh bien, je vais vous résumer en peu de mots ce qu'il nous apprend. Et pour le résumer, je vais vous dire quelques mots sur l'univers présent. Notre univers est extrêmement riche en structures. Il y a des structures à toutes les échelles, des plus grandes échelles jusqu'aux plus petites, c'est-à-dire à partir des galaxies, et dans un ordre décroissant de distance, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a des satellites, il y a des comètes. Dans une échelle encore plus petite, on arrive au niveau de l'admirable variété des êtres vivants sur la Terre, les plantes, les animaux, les arbres, plus vraisemblablement de 10 millions d'espèces différentes. Et puis, à des dimensions encore plus petites, bien sûr, les microbes, les virus. On continue encore dans l'échelle des dimensions. On arrive aux molécules géantes que sont l'ADN qui compose notre génome, et puis des molécules simples comme le carbone, l'azote, l'oxygène. En continuant toujours vers les petites dimensions, nous arrivons au niveau des atomes, le carbone, l'azote, l'oxygène, toute la table de Mendeleïev. On continue encore, on arrive au niveau des noyaux d'atomes, des protons et des neutrons. Un univers très richement peuplé en structures, systèmes de toutes les dimensions. Ce qu'on découvre sur l'univers des premiers temps, c'est absolument différent. Ça n'est pas cela. Ah, pardon. Ah, là, je ne vois pas. Est-ce que vous pourriez rapprocher? Oui, peut-être je peux demander à quelqu'un de rapprocher voilà. Tout ce que vous voulez. Parce que je le fais moi-même. J'ai de la difficulté bougez pas, monseigneur, bougez pas. à lire. Voilà. C'est bien comme ça? Oui, ça, c'est beaucoup mieux, oui.
Je reste là ou je peux disposer? Vous pouvez rester là. Très bien. Non, vous pouvez disposer. Allez. Vous êtes bien aimable, Merci, professeur, merci, merci. serviteur. N'hésitez pas. Nous découvrons que l'univers le plus ancien, celui que vous avez vu tout à l'heure, de vos yeux vus, il n'a aucune structure. Il n'y a ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni être vivant, ni même des molécules, ni même des atomes, ni même des protons et des neutrons. C'est un gigantesque magma à très haute température, des milliards de degrés, composé de ce que nous appelons des particules élémentaires, qui sont, par rapport à l'univers, un peu l'équivalent de ce que sont les lettres dans l'écriture. L'écriture, comme vous savez, vous avez tous appris à l'école, on prend des lettres, on associe des lettres pour faire des mots, on associe des mots pour faire des phrases pour faire des paragraphes, des livres, des collections, des bibliothèques. La nature, je dis la nature comme ça, je ne sais pas qui c'est, la nature utilise le même truc que nous pour structurer l'univers. Elle associe des particules élémentaires pour en faire des noyaux d'atomes, pour en faire des atomes, des cellules, etc. C'est ce que nous découvrons. L'histoire de l'univers, c'est comment on est passé d'un univers qui est complètement instructuré, magmatique, chaotique, en un univers tellement richement organisé et dans lequel il y a parmi les structures les plus fantastiques, les plus performantes, les plus efficaces qui existent, le cerveau humain. Chacun, notre cerveau, notre corps humain, qui est une merveille sans nom. Eh bien, notre corps humain, comme toutes les structures de l'univers, ça fait partie de l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers, c'est comment la matière s'est organisée pour passer de ce chaos initial, magma incandescent, en chacune de ces structures, et en particulier pour ce qui nous regarde et nous intéresse, comment nous avons été mis au monde après des milliards d'années d'évolution pour former les atomes, les molécules, dans les étoiles, dans les galaxies. On a parlé tout à l'heure du fait que nous sommes des poussières d'étoiles. Je corrigerai un peu, je ne dirais pas nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles et ça n'est pas peu de choses. C'est une merveille sans nom. Notre corps est une merveille sans nom et il est fabriqué avec ces... Alors, l'histoire de l'univers, elle se raconte par ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. Au départ, les particules qui sont présentes dans l'univers au début, ce sont les électrons du courant électrique, les photons, les quarks, qui vont ensuite s'assembler pour faire des protons et des neutrons, qui vont s'assembler pour faire des noyaux atomiques, des atomes, des molécules, des cellules, des organismes, et puis des étoiles et des galaxies. C'est ça l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organique, et un des plus beaux résultats de cette histoire, c'est notre existence à chacun d'entre nous. Donc voilà la belle histoire. Maintenant, il faut passer malheureusement à la moins belle histoire, parce qu'il faut être réaliste, il ne faut pas se cacher la réalité. Et d'ailleurs, tous ici, vous êtes au courant des problèmes écologiques et environnementaux. Je n'ai pas à vous apprendre tout ça, vous êtes tous bien initiés maintenant à ce qui se passe. C'est une histoire qui est beaucoup plus récente. Elle commence il y a environ 7 millions d'années par rapport à 14 milliards, vous voyez, 7 millions d'années. Il se passe un événement qu'on ne comprend pas, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé un événement sur la Terre, il y a 7 millions d'années, quelque part en Afrique, un animal que nous connaissons maintenant, que nous connaissons bien, acquiert une forme supérieure d'intelligence. C'est qui? Le voilà. C'est notre ancêtre, d'ailleurs, regardez, il a des yeux intelligents. C'est l'animal qui, pourquoi lui, pourquoi ce n'est pas des dauphins ou d'autres animaux, pourquoi c'est lui qui va recevoir en cadeau, vous savez, comme dans les contes de fées, avec une fée qui vient lui apporter avec sa baguette magique l'intelligence, et une forme d'intelligence fantastiquement plus performante que celle de tous les animaux par lesquels il vit. On sait, personne ne sait très bien comment ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé et que
cet animal a reçu cette forme d'intelligence. Heureusement pour lui d'ailleurs, parce que par ailleurs, c'est un animal qui n'est pas très bien nanti pour se protéger. Il vit dans un milieu relativement hostile, avec des bêtes féroces, il n'a pas des grandes dents comme les tigres, il ne court pas vite comme les guépards, il ne vole pas, il n'a pas de carapace comme les tortues. Qu'est-ce qu'il a pour se défendre dans la savane africaine il y a 7 millions d'années? Il a une chose, c'est son intelligence. C'est son intelligence qui va lui permettre de survivre et de pouvoir faire vivre sa famille et de survivre jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons beaucoup parler maintenant de l'intelligence, le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. C'est important pour comprendre dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Cet animal intelligent, il est capable de faire des armes pour se défendre. Il est capable de faire des pièges, il peut faire des frondes. Pardon. Attendez. Là, attendez. Voilà. Il peut faire des armes qui sont des armes assez simples au début, des dards, des flèches, tout ça. Et puis, comme il est très intelligent, il évolue et puis il fait des armes qui sont de plus en plus efficaces. Il fait des frondes qui permettent d'avoir des proies à distance. Et puis, eh bien, il fait des arcs, des flèches, des arbalètes. Et puis, il va faire des fusils. Et puis, après coup, il va faire des canons. Il va faire des chars d'assaut, des bombes atomiques. Il va faire éclater ces bombes atomiques et voilà. Rappelez-vous, ceux d'entre vous qui ont mon âge ou un peu moins, la période de ce que nous appelons la guerre froide. La guerre froide, ça s'est passé de 1950 à 1990 environ. C'est une période dans laquelle l'humanité était sous la menace d'un arsenal nucléaire de 5000 mégatonnes entre les États-Unis et l'Union soviétique, dont on est venu à deux doigts, à plusieurs reprises, d'avoir été éliminé. Il faut bien se rendre compte et se souvenir et tirer les leçons du fait que nous sommes passés très près d'une élimination massive qui aurait pu arriver par une guerre nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes passés au-delà de cela. Nous ne sommes plus dans un scénario de bombe nucléaire imminent, mais qui pourrait revenir. Personne ne pourrait dire que nous sommes à l'abri maintenant quand on voit comment la Corée, le Pakistan, l'Iran ont des armes atomiques. Mais ça nous met devant cette situation. Cette intelligence qui, au début, nous a aidés à nous en sortir, aujourd'hui, nous menace et pourrait nous éliminer. C'est notre propre histoire qui nous a amenés à cette possibilité et cela nous donne, je crois, la règle d'or qui est maintenant ce que nous devons acquérir si nous voulons survivre à notre intelligence, c'est de la gérer, c'est-à-dire de l'empêcher de nous exterminer, de l'empêcher de quelque chose comme une guerre nucléaire comme nous avons eu. Ça, c'est notre objectif. Si nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants survivent, ça n'est pas, vous connaissez le motto de la SNCF, un train peut en cacher un autre. Nous savons que la menace nucléaire aujourd'hui semble écartée, mais elle a laissé place à une autre menace qui est la menace de l'écologie, qui est la menace de l'extermination, non pas en 15 minutes comme l'aurait été une guerre nucléaire, mais en quelques décennies, en quelques siècles. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes devenus, grâce à cette intelligence, tellement puissants que notre influence est à l'échelle de la planète. Je vais vous montrer quelques images qui illustrent bien ceci. Voilà. Voilà la Terre vue du ciel par les satellites. Nous sommes partout.
Le jaune, c'est l'électricité. Le rouge, ce sont les puits de pétrole et les torchères. Vous voyez dans le milieu de l'Afrique les feux de forêt dans la région du Congo. Vous les voyez en Amazonie. Et est-ce que vous voyez bien, près du Japon, tout à fait à droite, une petite tache verte? Est-ce que vous la voyez? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce qui peut dire quelle est cette lumière verte qui est visible de 100 km au-dessus? Ce sont des satellites qui sont très hauts. Qu'est-ce qui peut être visible à 100 km au-dessus dans la mer du Japon? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, exactement. Vous allez voir tout de suite dans l'image suivante. Ah, attendez. Il faudrait quand même que je vous... Ah, non, pardon. Je crois qu'elle n'est pas là, c'est une autre version. Ce que vous voyez là, ce sont des quantités fantastiques de pêche au lamparo. La pêche au lamparo, c'est des pêches avec des lampes, qui est une technique de pêche extrêmement efficace. Ça, c'est pour manifester le fait qu'aujourd'hui, avec nos bateaux très puissants, avec toute notre technologie, notre intelligence, nous sommes en train de pêcher 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous voyez comment notre intelligence nous a amenés aux limites de ce que la Terre peut faire, puisque à ce rythme, il est évident que nous sommes en train de vider les océans de leurs poissons, qu'avec toutes nos techniques d'agriculture, avec des pesticides et des engrais, nous sommes en train de stériliser la terre. Nous savons que les vers de terre, qui sont un élément essentiel de la fertilité des sols, c'est eux qui oxygènent le sol. Les vers de terre ont décru de 90 à 95 % un peu partout. C'est-à-dire, nous sommes en train de stériliser les sols avec cette agriculture extensive que nous pratiquons depuis longtemps. Et là, vous voyez comment ce qui se passe, c'est que nous avons mis l'intelligence au service du profit immédiat. On l'a vu récemment, par exemple, à Fukushima. Fukushima, pour moi, est un exemple clé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? Il s'est passé que cette nation, le Japon, qui est une des nations les plus techniquement évoluées, avec des ingénieurs de toute première qualité, ont installé sur une des régions sismiques les plus actives de la planète des réacteurs nucléaires en les protégeant avec des murets de 6 mètres de haut, sachant que les tsunamis font des vagues de 30 mètres de haut. Et comment expliquer ceci? C'est que le profit et la sécurité ne font pas bon ménage. C'est là une des sources des menaces dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Pour le profit immédiat, on prend des risques. Souvent, il n'y a pas de problème. Quelquefois, il y en a, et quelquefois, ils sont graves. C'est ce qui a amené la crise écologique contemporaine. C'est ce qui a amené en particulier, vous voyez là, la déforestation au Brésil, comment ces magnifiques forêts ont été coupées d'une façon absolument dévastatrice. Tout notre comportement saccageur est relié toujours à ces notions de profit immédiat. La conférence de Bonn en 2008 nous a appris qu'avant la fin du siècle, je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, nous pourrions avoir éliminé, on a parlé du tiers ou de la moitié des espèces vivantes. On peut dire, nous menons une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. Vous voyez comment on mène une guerre contre la nature avec des hélicoptères qui déversent des pesticides avec tous les problèmes que cela pose. L'effondrement de l'économie menace l'humanité. On en a parlé tout à l'heure. Et maintenant, nous allons réfléchir un petit moment sur un animal que nous connaissons bien et qui va nous enseigner une leçon. Les tortues existent sur la Terre depuis 300 millions d'années.
Ils ont traversé énormément de problèmes, de catastrophes, de perturbations géologiques, météorologiques. Quelle est la recette? On va demander aux tortues comment elles ont fait en leur faisant savoir, si on le pouvait, que nous, qui n'avons que 7 millions d'années, nous sommes déjà beaucoup dans le collimateur. Et qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre? Elles vont nous apprendre à nous poser la question, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Les leçons du passé, c'est le passé nous apprend, l'étude de l'histoire, c'est que la façon de pouvoir survivre, c'est d'être en mesure de s'adapter au changement. Ce n'est pas d'être intelligent qui permet à une espèce animale de vivre longtemps. Nous sommes peut-être en train de prouver le contraire. C'est le fait de ne pas pouvoir s'adapter au changement, aux variations climatiques et aux variations que nous amenons aussi. Ce qui veut dire qu'en définitive, ce qui importe pour nous, c'est la vie va continuer sur la Terre. La vie est très, très robuste, elle peut s'adapter à tout ce que nous faisons, mais les humains pourraient disparaître. Ça, c'est la leçon. Si nous n'apprenons pas à nous adapter aux circonstances, si nous n'apprenons pas à gérer notre intelligence pour l'empêcher de nous détruire, nous périrons. La nature ne fera pas de cadeau. Dans le passé, il y a eu des millions d'espèces vivantes qui sont apparues. Des millions d'espèces sont disparues. Qu'est-ce qui fait que des espèces durent plus longtemps que d'autres? C'est leur capacité de s'adapter, c'est-à-dire de pouvoir prendre et donner. L'humanité est caractéristique d'être tout à fait le contraire. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse. Jamais il y a eu une espèce aussi saccageuse que nous. Aucune espèce, à notre connaissance, n'a éliminé complètement d'autres espèces. Nous le faisons maintenant à un rythme, on l'a mentionné tout à l'heure, de 100 à 1000 fois plus rapide que ce qui se passait avant l'ère industrielle. Revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine, et c'est la façon possible de pouvoir survivre. Alors, je vais terminer sur une note plus optimiste. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le réveil vert. Le réveil vert, c'est à quel moment les humains se sont rendus compte de leur rôle saccageur dans le passé. Ça fait longtemps. Pythagore lui-même le déplorait et beaucoup d'autres penseurs ont dit c'est pas possible, notre comportement est vraiment. Mais la première fois à notre connaissance que des êtres humains ont décidé de ne pas se contenter de déplorer, mais de faire quelque chose de concret, c'est-à-dire de se réunir, de faire des parcs naturels, d'obtenir des législations. Ça se passe aux États-Unis, en Californie, vers 1875. C'est le début des premiers parcs, des premières associations de protection de la nature. Et je vais vous montrer l'image d'un homme, je pense que nous devons reconnaître comme quelqu'un auquel on doit beaucoup. C'est M. John Muir, en Californie. C'est lui qui a fait le parc de Yosemite, Yellowstone, tous ces parcs qui ont été finalement les débuts de ce grand mouvement qui commence donc vers la fin du 19e siècle, qui se poursuit pendant tout le 20e siècle, qui donne naissance à toutes ces conférences, à toutes ces associations, et qui donne de l'espoir aujourd'hui, qui prend une telle ampleur que donne de l'espoir d'arriver à quelque chose. Alors, je dirais, souvent on me demande, ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à ces questions, qu'est-ce qui a changé? Où en sommes-nous? Que pouvons-nous dire de l'évolution de la situation? Eh bien, je suis frappé par deux choses. Il y a deux forces opposées qui prennent chacun de la puissance. La détérioration se poursuit massivement. Il ne faut pas se cacher la réalité. Le gaz carbonique, dont nous savons qu'il faudrait le réduire de 60 à 80% pour arrêter le réchauffement climatique, nous l'augmentons chaque année de 1 à 2%. Nous sommes très loin de l'objectif de le réduire pour contrôler le climat. La déforestation se produit rapidement au Congo,
en Amazonie, en Indonésie, la pollution, vous le savez, vous trouvez ça dans tous vos journaux, dans les émissions de télévision, mais en parallèle, avec ce mouvement qui s'amplifie, qui prend de la force, il y a un autre mouvement qui est le mouvement de la restauration, de la réaction, de ce qui se passe un peu partout dans le monde, qui est en croissance, qui est en prenant de la force. Et encore une fois, l'événement de ce soir me paraît être très bien dans ce sens-là. Alors, en résumé, on peut dire ceci. C'est deux forces, deux puissances qui s'affrontent, qui vont s'affronter de plus en plus, et qui gagnera, qui l'emportera, personne ne le sait. Ce qui se passe aujourd'hui nous montre comment nous sommes dans une période critique pour l'avenir de l'humanité. Ça pourrait être très bien, ça pourrait être beaucoup moins bien. Donc, je suis très heureux de participer à cet événement qui, justement, je pense, va dans le bon sens. Et il est important de garder courage. Il est important pour nous de raconter ce qui se passe. Hölderlin le dit, il y a des choses dans le péril qui croit, mais il faut aussi garder l'optimisme. Il faut garder souvent, je raconte une anecdote qui s'est passée vers 1950. Au moment de la formation de l'Europe, Jean Monnet, un homme politique de cette époque, qui était un des plus fervents artisans de la réunion de l'Europe, quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir, il répondait « L'important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'on pense qu'il faut faire, quoi qu'il arrive. Peut-être ça ne donnera rien, peut-être ça donnera quelque chose. Il faut faire comme si ça donnait quelque chose. Il faut garder ce déterminisme et c'est là-dessus que je vous remercie de votre attention.